Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre série Countdown vers la version bêta de Solvency Lab. Dans les trois premières vidéos, nous avons parlé de la modélisation du passif, projection des taux cibles et des taux attendus, modélisation d'un contrat épargne en euros avec modélisation de la stratégie de participation aux bénéfices et la gestion de la PPB. Aujourd'hui, place à l'actif. L'actif, c'est l'ensemble des éléments qui se trouvent en face du passif dans le bilan que je vous montre ici à l'écran. Nous allons nous concentrer sur les actifs d'investissement autres que les actifs en face des contrats UC en fait. Donc, dans notre exemple, le portefeuille contient trois grandes classes d'actifs, euh, des actions, des obligations et de l'immobilier. Donc passons maintenant à la rubrique portefeuille initial pour voir concrètement comment ces actifs sont définis dans le workspace. Donc, en haut ici, vous avez un récapitulatif du portefeuille avec la valeur nette comptable, la valeur de marché, le montant ainsi que le taux de plus ou moins value latente globale du portefeuille. Et en détail, les trois lignes apparaissent, une obligation à taux fixe, une action et un immeuble. Et vous retrouvez dans ce tableau les données initiales de chacun des trois titres. Prix de revient, valeur comptable, valeur de marché, plus ou moins valeur latente, etc. Donc voilà, à partir de là, nous pouvons projeter le portefeuille d'actifs, SIF, c'est-à-dire une projection sans interaction actif-passif. Et pour cela, il suffit de sélectionner toutes les lignes et de cliquer sur le bouton projeter ici. Mais dans cette vidéo, je voudrais mettre l'accent sur la catégorie obligation à taux fixe. C'est pourquoi je vais projeter uniquement ce titre-là. Donc d'abord, nous allons examiner ses caractéristiques avant de la projeter. Donc vous avez les informations générales concernant l'obligation, mais nous nous concentrons ici dans ces deux tableaux à droite. Donc vous avez les valeurs initiales à la date décembre 2023, qui est la date initiale dans notre workspace. Donc vous avez le prix de revient, ça veut dire le prix auquel l'obligation a été achetée. Le montant cumulé de surcote des côtes, toujours constaté à la date décembre 2023. La quantité, le cours, et ainsi les valeurs calculées automatiquement par Solvency Lab. Nous avons la valeur nette comptable, la valeur de marché et le montant de plus ou moins value latente. Au niveau des caractéristiques, ce sont des caractéristiques pour chaque titre en fait. Vous avez le nominal unitaire, la valeur de remboursement unitaire. Donc dans notre cas, la valeur de remboursement unitaire est égale au nominal unitaire, ça veut dire que l'obligation est remboursée au pair. Vous avez la date d'émission et la date de remboursement du titre. Le taux nominal, 5%. Le type de remboursement, in fine, ça veut dire que ce sera le nominal ou 2000 ou la valeur de remboursement sera remboursé en totalité à la date du 30 septembre 2030. La notation, la fréquence de coupon qui est annuelle dans notre exemple. Donc voilà les caractéristiques unitaires. Et après, on doit multiplier par exemple nominal et remboursement tout par 1000 pour pouvoir retrouver le montant de nominal total. Donc les valeurs saisies ici, telles que prix de revient et surcote des côtes, ce sont les valeurs globales déjà en fait pour les mines quantités. Pour le cours, à partir de ce cours-là, pour retrouver la valeur de marché, il faut prendre quantité fois le cours au 31/12/2023 fois le nominal en fait. Voilà comment c'est calculé. Et aussi on voit que j'ai pris un exemple d'obligation à forte plus-value latente. Maintenant on va projeter uniquement cette obligation et comme date de fin de projection, on va prendre la date d'échéance du titre. Donc c'est 2030, septembre, 30 septembre. Et comme scénario économique, on va prendre le scénario disponible dans notre workspace qui s'appelle exemple. Donc, je clique sur valider. Donc, voilà le résultat de projection mois par mois. Et on va regarder directement le graphique pour interpréter les résultats. Donc on part de la situation initiale ici, décembre 2023, jusqu'à la date de l'échéance de l'obligation ou date de remboursement. Et on voit qu'à la date de remboursement, les trois valeurs, valeur marché, valeur net comptable et prix de revient, chutent à zéro parce que le titre est remboursé. Mais juste avant la date de remboursement, nous pouvons constater des choses intéressantes. Donc déjà, en vert, vous avez le prix de revient. Comme on ne fait pas d'achat-vente en cours de vie de l'obligation, ça reste à la même valeur, 900 000 euros, sur toute la durée de projection, juste avant la date de remboursement. Par contre, la valeur nette comptable et la valeur de marché évoluent toutes les deux dans le temps, vous voyez, et ça converge vers la même valeur. Et cette valeur correspond justement à la valeur de remboursement de l'obligation. La valeur de remboursement totale est de 1 million d'euros. Donc vous voyez qu'au départ, on a une valeur nette comptable inférieure à 1 million et une valeur de marché supérieure à 1 million. Mais quand on approche de la maturité de l'obligation, les deux se convergent et elles se convergent vers la valeur de remboursement. Donc pourquoi il y a ce phénomène pour la valeur comptable? En fait, c'est grâce à l'amortissement de surcote des côtes, en fait. Parce qu'au départ, au 31/12/2023, la valeur nette comptable est en dessous de la valeur de remboursement.
parce en fait, on a acheté le titre pas cher, en fait. On l'a acheté à 900 000 euros et on sait que la valeur de remboursement vaut 1 million. Donc ça veut dire que quelque part, euh, on va encaisser une différence de 100 000 euros euh, à la date de remboursement qui doit être comptée comme une source de revenus de l'obligation. Mais on ne va pas attendre la date de remboursement pour pouvoir comptabiliser cet écart-là qu'on appelle des cotes dans notre exemple. En règle comptable, de manière générale, on essaie de lisser les valeurs dans le temps. Et c'est pourquoi, chaque mois de projection ici, on va comptabiliser une variation de ce côté des côtes. Euh, et cette variation de ce côté des côtes, en fait, fait augmenter la valeur nette comptable dans le temps pour la faire converger vers la valeur de remboursement. Donc voilà, sur la valeur nette comptable. Et sur la valeur de marché, en fait, la valeur de marché de l'obligation, c'est recalculé chaque mois par Solvency Lab, en fait. Et ça évolue avec le scénario économique que nous avons choisi. Donc ça dépend de beaucoup de choses. On ne va pas rentrer en détail ici. Mais en fait, ça doit converger vers la valeur de remboursement parce que, en fait, si vous vous positionnez à une date, juste avant la date de remboursement, en fait, à cette date-là, euh, les flux futurs qu'on va encaisser, c'est le dernier coupon ainsi que la valeur de remboursement. Et le temps restant est très faible. Donc quelque part, on peut négliger l'effet d'actualisation. Et en termes de flux, c'est le flux de remboursement qui représente en quasi-totalité les flux futurs qu'on va encaisser. Et c'est pourquoi la valeur de marché calculée à des dates très proches de la date de remboursement, ça doit être proche aussi de la valeur de remboursement. C'est comme ça que ça marche. Ok. Et après, une fois avoir calculé la valeur de marché ainsi que la valeur nette comptable, on peut en déduire le montant de plus ou moins value latente tout au long de la projection. Et comme on en a discuté, comme les deux valeurs, valeur de marché et valeur nette comptable, se convergent, bah, le montant de plus ou moins value latente de l'obligation doit converger vers zéro. Passons maintenant au revenu comptable et au cash flow. Donc, je vais mettre un accent sur la différence entre les flux, les cash flows et les revenus comptables. Ce ne sont pas les mêmes choses, mais tous les deux sont importants pour différentes raisons. En fait, les flux sont importants parce que quand il y a un flux de l'actif, c'est là où on fait le matching avec le flux du passif, qui doit être égal. Mais les revenus sont différents. En fait, nous faisons la distinction entre revenus encaissés et revenus comptables. En fait, revenus encaissés, dans notre exemple, ce sont des coupons, en fait. Vous voyez, quand on encaisse des coupons, on a des revenus encaissés. Mais le revenu comptable, en fait, la ligne bleue ici, ne correspond pas du tout au revenu encaissé. Il y a une saisonnalité du revenu encaissé, tandis que les revenus comptables sont très stables dans le temps. Et pourquoi il y a ce phénomène? Encore une fois, c'est parce que en règle comptable, on préfère lisser les valeurs dans le temps. On ne veut pas avoir des mois avec zéro de revenus et d'un coup un mois avec beaucoup de revenus quand le coupon tombe. Et c'est pourquoi on introduit la notion de coupon couru. Et chaque mois, on va comptabiliser une variation de coupon couru dans le revenu comptable. Comme ça, chaque mois, on peut comptabiliser déjà une partie euh, du coupon futur. Vous voyez les petits bouts ici correspondent à des variations de coupon couru. Et ça constitue le revenu comptable mois par mois. Et au mois où le coupon tombe, en fait, on a un flux de coupons et on a une variation de coupon couru très négatif qui annule quasiment la totalité du coupon. Donc ce qui reste, c'est ça. Le revenu comptable, au final, pour ce mois-là, n'est pas très loin des autres mois. Et pourquoi la variation de coupon couru est négative? Parce que quand le coupon tombe, le coupon couru va être remis à zéro. Et du coup, par rapport au mois précédent, bah, on constate une variation de coupon couru négative. Ok, donc on va encore zoomer sur quelques autres éléments de revenu comptable. Donc ici, on parle de revenu net des frais. Vous voyez pas très clair dans le graphique, mais je vais vous montrer plus clairement. Déjà, on va masquer le revenu comptable, les revenus encaissés. On commence à avoir plus de choses. Je masque aussi la variation de coupon couru. Ok, donc voilà. Déjà, on constate deux éléments qui ne sont pas bien affichés précédemment avec l'échelle globale du graphique. Le premier élément correspond à la variation de surcote des cotes dont on a discuté tout à l'heure ici, l'élément qui permet de faire converger la VNC vers la valeur de remboursement. Donc ça s'ajoute au prix de revient. Okay. Et le deuxième élément, ce sont les frais financiers signés négativement et ça vient réduire le revenu comptable de l'obligation. Voilà pour les revenus. Maintenant, parlons des cash flows en fait. Donc il y a des cash flows qui correspondent au coupon. À chaque date de versement de coupon, on a un cash flow.
Et enfin, il y a un flux très élevé ici qui correspond à la valeur de remboursement de l'obligation. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons parler un peu plus du côté archive lors de la prochaine vidéo en explorant notamment la stratégie financière, comment on fait les investissements et les désinvestissements de nos archives, avec comment on peut euh, piloter le montant de produits financiers de l'année en cherchant à réaliser par exemple des plus ou moins validantes sur les titres. Voilà, merci beaucoup et on se verra dans la prochaine vidéo.